Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Gindre. Merci d'être notre invité ce matin. On va d'abord parler de cette 10e journée d'action contre la réforme des retraites. Le ministre de l'Intérieur avait pointé des risques très importants de violence. Finalement, ça n'a pas été le cas, ou de manière assez marginale. Est-ce que vous dites bravo Gérald Darmanin ? Non, je dis bravo aux manifestants d'abord, parce que les manifestants ne sont pas, contrairement à ce que pense le président de la République, une foule haineuse et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de tout horizon, politique, professionnel, qui viennent du public, du privé, de tout âge, qui sont opposés à cette réforme des retraites. Cette contestation, elle est frontale. Un dernier sondage qui a été diffusé sur votre antenne rappelle que 69% des Français rejettent cette réforme et que 70% du peuple français soutient la mobilisation. Après, c'est vrai que le risque d'incident et le risque de violence qu'on a laissé peut-être un peu aussi se diffuser dans les manifestations, peut-être désincitent aussi beaucoup de Français à se rendre dans les mobilisations, mais c'est pas pour autant qu'ils approuvent cette réforme. Ils y sont opposés, très opposés. Vous entendez que le pouvoir en place a fait volontairement en sorte que les manifestations dégénèrent par moment ? Oui, bien sûr. Je pense qu'Emmanuel Macron joue à la fois l'épuisement et l'essoufflement. Il joue l'épuisement parce qu'il sait que beaucoup de nos concitoyens n'ont peut-être pas l'argent nécessaire pour faire grève et que dans une crise du pouvoir d'achat, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre de faire grève pendant des semaines et des semaines, ce qui explique peut-être aussi une légère baisse de la mobilisation. Et puis, il joue l'essoufflement parce qu'il laisse, comme il a laissé pendant les Gilets jaunes, les milices d'ultra-gauche s'organiser en Black Bloc, venir pourrir les mobilisations sociales. On le sait d'ailleurs de sources policières, beaucoup de policiers le disent, on pourrait intervenir, c'est à chaque fois la même chose, mais nous n'avons pas les ordres pour le faire. Donc c'est vrai que ces milices d'ultra-gauche ont bénéficié d'une impunité depuis de très nombreuses années et que probablement Emmanuel Macron prend un plaisir malsain à voir ces tensions agiter les mobilisations et agiter le pays pour venir ensuite apparaître comme l'homme de l'ordre et l'homme qui viendrait rétablir la sécurité face au chaos. C'est assez classique, ça s'appelle le parti de l'ordre et on voit ça depuis très longtemps avec Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas vraiment contester le fait qu'il faille de l'ordre dans le pays, c'est pas vous qui direz le contraire. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs hier a indiqué qu'il allait engager la procédure de dissolution d'une organisation qui de son point de vue est d'ultra-gauche, qui a participé à l'organisation du rassemblement à Sainte-Soline, les soulèvements de la terre. Est-ce que vous vous en félicitez ? Mais je m'en félicite, enfin, ça fait 10 ans qu'on demande la dissolution des milices d'ultra-gauche, 10 ans qu'on laisse une forme d'impunité à l'égard de ces mouvances qui sont des mouvances radicales, qui veulent tuer du flic, qui veulent s'en prendre non pas seulement aux manifestants mais aussi aux journalistes, aux représentants de l'ordre public, et tout ça alimenté aussi par le discours de députés NUPES qui font preuve d'une mansuétude à l'égard de cette violence, de cette ultra-violence, et je pense que la gauche dans son ensemble aujourd'hui sont devenus un peu les fossoyeurs de l'ordre public. Mais vous diriez comme Emmanuel Macron alors que la France insoumise tente de délégitimer l'ordre raisonnable ? Je pense que le débat public et que l'ordre public aujourd'hui en France est pris en étau, pardonnez-moi, entre d'un côté le chaos macroniste, l'impunité laissée aux milices d'ultra-gauche et une forme de violence démocratique de la part de la France insoumise et le désordre qui est prôné en permanence avec cette allusion permanente à la révolution que fait Jean-Luc Mélenchon, qui a eu un jeu très ambigu à l'égard de l'attitude qu'il fallait avoir dans la contestation à la réforme des retraites. Le parti de l'ordre, c'est le Rassemblement national, on a toujours été très cohérent. Je me réjouis qu'une milice d'ultra-gauche soit dissoute, mais il faut dissoudre toutes les milices d'ultra-gauche, toutes les milices violentes dans notre pays pour les empêcher de se réunir en Black Bloc et faire ce qu'on fait aussi avec les hooligans dans un certain nombre de pays. Je pense par exemple à l'Angleterre, mettre en place des arrestations directes, immédiates, préventives aux abords des manifestations. Quand vous avez des gens qui arrivent, qui sont connus, qui sont fichés, est-ce qu'ils viennent avec des bidons, des haches, des couteaux, des parpaings dans les sacs à dos et qui viennent, on le sait, pour s'en prendre aux policiers, il faut les mettre hors d'état de nuire immédiatement. Je pense que la loi et l'ordre doivent régner. Pour le coup, il y a eu effectivement des dizaines d'interpellations ces derniers jours. Le mouvement social ne peut pas vivre si le mouvement social est pourri par ces milices d'ultra-gauche. Et je me réjouis d'avoir entendu d'ailleurs les dirigeants syndicaux avoir des mots très durs à l'égard de ces milices. Venons-en justement à ce mouvement syndical. Vous y avez vous-même fait allusion. La mobilisation était en baisse hier. Il y a malgré tout une nouvelle journée d'action qui est annoncée le 6 avril prochain, c'est jeudi de la semaine prochaine. Vous n'êtes pas, vous, dans la rue, mais est-ce que vous appelez vos électeurs à se mobiliser ? Oui, je pense que les Français doivent continuer de se mobiliser. On n'est pas dans la rue, pourquoi ? À titre personnel, d'abord parce qu'on a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, que le Parlement n'a pas épuisé l'ensemble de ses leviers, puisque vous savez qu'on a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel. Ce sera le juge de paix.
c'est un juge de paix, un juridique qui est très important. Donc, c'est-à-dire, s'il valide la loi, vous arrêterez vous-même de participer à la contestation de cette réforme. Non, de facto, au Parlement, je veux dire, le Parlement passera à un autre texte, mais il y aura un avant et il y aura un après. Et on ne peut pas faire comme si cette opposition frontale, massive du peuple français n'existait pas. Emmanuel Macron a créé un fossé et va créer un fossé entre la classe politique, entre la Macronie, entre l'ensemble de son gouvernement et ceux sur qui s'exerce le pouvoir, c'est-à-dire le peuple français. La mobilisation dans la rue, elle va se poursuivre pour une raison très simple. C'est que derrière cette contestation à la réforme des retraites, et le président de la République doit l'entendre, il y a beaucoup de motifs de contestation. Il y a la crise du pouvoir d'achat qui n'est pas réglée. Il y a la crise de l'inflation alimentaire de près de 25% qui n'est pas réglée. Il y a la crise de l'énergie et l'incapacité pour beaucoup de chefs d'entreprise, de TPE, PME, d'indépendants, d'artisans, de régler les factures d'énergie. Et là, on devrait aller réformer le marché européen de l'énergie pour faire en sorte que la France paie son électricité au juste prix. Pas du tout. Ça fait des mois qu'il parle, mais rien n'est fait sur ce sujet. Il y a ce réveil des dépossédés, de tous ces Français de la majorité ordinaire qui se sentent oubliés, méprisés par les dirigeants politiques et qui descendent dans les rues pour s'opposer à la politique du gouvernement. Il y a aussi... et moi, je veux leur dire que le Rassemblement national offre aujourd'hui un espoir et une espérance pour l'ensemble de ces Français-là. Il y a aussi Ils se retrouvent plus dans le gouvernement. Vous disiez à l'instant que le Rassemblement national est le parti de l'ordre. La grève, ça crée aussi des désordres, on le voit, il y a des perturbations, il y a des blocages, il y a des pénuries dans les stations-service, 15% au moins qui sont en manque d'un carburant aujourd'hui. Est-ce que vous considérez qu'il faut laisser la grève se faire ou qu'au contraire, le gouvernement doit réquisitionner encore davantage pour que ces stations soient alimentées ? Mais le gouvernement est la source du blocage. Si le gouvernement veut mettre fin au blocage, eh bien, il arrête de gouverner contre les Français et il retire ce texte de loi. Moi, je demande au président de la République de retirer ce texte de loi. Pas la suspension, vous carrément le retrait. Mais le retrait du texte de loi. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites. Même les gens, beaucoup de gens chez LR, beaucoup de gens, électeurs d'Emmanuel Macron, qui ont voté pour lui au premier ou au second tour de la présidentielle, qui se disent mais éventuellement on est pour cette réforme, mais ça n'est pas le bon moment pour la faire. Donc même chez les gens qui soutiennent ce texte, il y a un problème de timing. Il faut être irresponsable pour engager une telle réforme dans un pays qui compte 25% d'inflation alimentaire et des inquiétudes toujours plus fortes chez les Français pour le lendemain, pour la fin de mois, pour l'ouverture de la boîte aux lettres quand on va ouvrir la facture d'électricité. Il faut être fou pour engager une telle réforme. Emmanuel La solution se trouve... Vous dites il faut être fou. Est-ce qu'Emmanuel Macron est fou ? Non mais je suis pas sur le divan du psy là. On fait pas de la psychologie. Je demande de qui vous parlez. Je dis que c'est très étrange et qu'il faut effectivement avoir le goût du risque et peut-être le goût de la division. Je veux dire, Emmanuel Macron a réussi une chose. Je lui fais grâce d'une chose qu'il a réussi et plutôt bien réussi depuis son élection, c'est d'unir les Français. Il a réussi à unir le peuple français contre une réforme des retraites. Ça fait très longtemps que les Français n'avaient pas été unis et rassemblés. Et pour le coup, les Français sont aujourd'hui unis et rassemblés côte à côte avec contre la sa NUPES, politique. Juste, j'en termine sur la question que vous m'avez posée. La solution de ce que nous vivons, du climat social que nous vivons, elle se trouve au peuple. Revenir au peuple, c'est parfaitement sain. Écouter ce que veulent les gens, c'est parfaitement sain en démocratie. Les Français ne veulent pas de ce texte de loi. Est-ce qu'une fois, le président de la République peut écouter ce que veulent les gens ? Donc sous quelle forme pour vous ? Référendum, dissolution, quelle est la manière de revenir au peuple ? Mais peu importe la manière. Nous avions proposé, dès le début de ce débat sur les retraites qui est arrivé à l'Assemblée au mois de janvier, on a déposé une motion référendaire. On sentait ce climat social venir. Qui n'a pas été adopté. Et si nous, on le sentait... Mais le président de la République aurait pu mettre en œuvre ce référendum en disant, écoutez, on a un texte de loi dont on sait qu'il va susciter des grèves, des oppositions, des blocages. Je le soumets à référendum. Ça fait 18 ans que les Français n'ont pas été consultés par un référendum. C'est sain d'en revenir. Michel Debré le dit d'ailleurs lui-même dans un entretien qu'il a donné ces derniers jours. C'est sain de revenir au peuple en démocratie. Jean-Louis Debré, peut-être. Oui, pardonnez-moi. C'est sain de revenir dans un entretien qui est ressorti de l'INA sur la conception qu'il avait de l'état de droit et de la démocratie. C'est sain de revenir au peuple en démocratie. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas au peuple français ? Il peut évidemment engager la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous sommes prêts. Il y a un sondage qui a été sorti. Il peut ou il doit ? Est-ce que c'est votre souhait ? Il ne le souhaite pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le souhaite pas qu'il y sera pas à un moment donné. Est-ce que c'est votre souhait ? Moi, la dissolution ne me fait pas peur. C'est pas la même chose de avoir peur et de le souhaiter. Surtout quand je pense que si on arrive à un point de blocage qui est irrémédiable, il faudra engager une dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça nous fait pas peur, d'autant plus quand on regarde le sondage de l'IFOP qui a été diffusé par vos confrères ce week-end, qui montre que le seul mouvement politique qui progresserait en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, de près de 7 points par rapport
aux élections législatives de juin dernier, c'est le Rassemblement Mais ça national. montre aussi, Jordan Bardella, qu'il n'y aura pas forcément de majorité absolue. Même si vous êtes en tête de ces élections, vous risquez d'être dans la même configuration qu'aujourd'hui, avec une majorité relative et une incapacité d'avoir une majorité claire. Mais ça montre surtout que depuis 3 mois, sur tous les plateaux de télé, l'ensemble de vos confrères nous dites mais est-ce que vous n'êtes pas un peu silencieux dans cette opposition à la réforme des retraites? Est-ce que le Rassemblement national est vraiment légitime à s'opposer à cette réforme quand il ne descend pas dans la rue? Oui, nous le sommes et nous sommes jugés comme tels. Et nous sommes probablement par les Français jugés comme les plus sérieux, les plus crédibles et les plus sains dans cette expression de ce que veulent aujourd'hui une majorité. Mais c'est vrai que vous êtes relativement discret. Par exemple, si on prend le cas des dissolutions, Marine Le Pen a clairement dit une chose, elle ne souhaite pas aller à Matignon. On ne sait pas qui serait le Premier ministre du Rassemblement national. Aux dernières législatives, quand la NUPES a fait campagne, Jean-Luc Mélenchon avait dit, en cas de victoire, c'est moi qui vais à Matignon. C'était clair. Les électeurs savaient pourquoi ils votaient. Oui, bon, Jean-Luc Mélenchon a peut-être fait un peu semblant, parce que c'est que Jean-Luc Mélenchon avait fait élire Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Donc si vous voulez, c'est très amusant. La question, c'est qui est votre chef de file. C'est très amusant de voir aujourd'hui la NUPES faire front commun avec les Français face au gouvernement, alors même que, en ayant un discours très ambigu sur les violences, alors même que eux-mêmes ont fait élire Emmanuel Macron au second tour. Mais ils sont pas à nos côtés. Je veux dire, c'est pas parce que vous votez la même chose que quelqu'un qui n'est pas issu du Rassemblement national que vous êtes main dans la main. Mais quand vous avez une très large majorité des gens qui ne veulent pas de cette réforme, et bien dans cette majorité de refus qui s'exprime dans le débat public, à l'Assemblée, dans la rue, il y a des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y a des gens qui ont voté Marine Le Pen, il y a des abstentionnistes et il y a même des gens qui ont voté Emmanuel Macron. Il y a, Jordan Bardella, malgré tout, une volonté de faire avancer. Vous disiez vous-même, il n'y a pas que les retraites, il y a plein de sujets à traiter. Le gouvernement en est conscient, la preuve, il propose de recevoir la semaine prochaine l'intersyndicale pour parler de beaucoup de sujets. Les syndicats, eux, disent, nous, on veut parler des retraites avant tout, mais pourquoi pas aller à cette rencontre? Est-ce que vous saluez un geste d'ouverture du gouvernement en disant, on va recevoir l'intersyndicale et on va parler? Mais vous rendez compte des efforts qu'il a fallu mettre en place pour que le gouvernement discute avec les responsables syndicaux? Enfin, il y a quelques jours encore, je ne vous parle pas d'il y a 6 mois, il y a même pas quelques semaines, quelques jours, le président de la République avait adressé une fin de non-recevoir aux syndicats qui souhaitaient rencontrer le chef de l'État ou rencontrer la première pour demander le ministre. retrait de la réforme, ce qu'ils ne souhaitent pas. Mais d'accord. Bon, ceci étant dit, le mouvement social, il s'organise librement, il vit. Et pour le coup, les syndicats sont dans leur rôle lorsqu'ils organisent la mobilisation populaire, ils sont dans leur rôle lorsqu'ils décident de discuter avec la responsable du gouvernement. Mais il y a une seule issue aujourd'hui qui sera acceptable pour tous les Français, et je crois aussi pour les responsables syndicaux, c'est le retrait du texte. Elisabeth Borne doit aussi recevoir dans quelques jours les chefs de parti. Vous êtes chef de parti, est-ce que vous serez reçu? Est-ce que vous avez reçu une invitation? Et est-ce que si c'est le cas, vous irez? Mais si nous sommes conviés, nous irons. Voilà, moi je fais pas la politique de la chaise vide, nous irons demander à Elisabeth Borne et nous irons lui dire ce que nous disent une majorité de gens dans les rues, c'est que les Français sont opposés à cette réforme. Et ils sont opposés à cette réforme parce qu'ils ont compris que cette réforme, loin des économies qui étaient promises par le gouvernement, qui était d'ailleurs le seul motif pour lequel le gouvernement voulait faire cette réforme, c'était pour faire des économies. C'est pas un mauvais motif. Or, on s'aperçoit que, en dépit de toutes les concessions qui ont été faites sur ce texte, même ce seul motif-là, qui viserait à mettre à l'équilibre dans 5 ans les comptes des retraites, ne tient pas. Parce qu'il laisserait, avec cette réforme, un déficit de 300 millions d'euros et qu'il faudra probablement refaire une réforme, selon eux, des retraites dans 5 ans. Donc même leur seul argument... vous regrettez qu'on tienne compte des carrières longues, des parcours professionnels? Mais quelles des carrières longues? Quand vous allez demander aujourd'hui à des gens qui sont maçons, qui sont caissiers, qui sont artisans indépendants, qui sont infirmières libérales, de travailler 2 années supplémentaires et de perdre au travail 2 années d'espérance de vie, c'est pas de la justice sociale. Or je pense qu'il ne peut, c'était la thèse d'Albert Camus, il ne peut y avoir d'ordre dans le pays s'il n'y a pas de justice. Et je pense que pour que revienne l'ordre dans notre pays, il faut que les gens aient le sentiment que la politique qui est menée est juste. Or, Emmanuel Macron a échoué à convaincre, il a perdu la bataille de l'opinion sur le fond de ce texte, il l'avoue lui-même d'ailleurs dans son entretien à vos confrères la semaine dernière au JT, et il est en train de perdre aujourd'hui la bataille de l'ordre public. Alors justement, il veut avancer sur plusieurs sujets. Il l'a redit effectivement la semaine dernière, le plein emploi, l'ordre républicain, les progrès du quotidien, l'école, la santé, l'écologie. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous pouvez vraiment être en désaccord? Mais c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, le plein emploi, c'est un objectif. Mais il veut faire quoi concrètement? Vous avez compris ce qu'il voulait faire concrètement? En discuter justement. Il a demandé à la Première ministre de construire un nouveau programme et une majorité élargie pour justement avancer sur Mais tout ça, c'est de la com, tout ça, c'est bidon, c'est des artefacts de communication. On discute dans le cadre d'une campagne présidentielle qui, pour le coup, il a refusé de la faire. Mais je veux dire, vous pouvez me dire, Emmanuel Macron veut avancer sur l'école, l'unité, l'amour, etc. Oui, évidemment, on va être d'accord sur le principe, mais qu'est-ce qui vend aux gens?
Je veux dire, à un moment donné, les gens se disent aujourd'hui, le responsable du désordre dans le pays, il est à l'Élysée. C'est lui qui est responsable des tensions et du désordre dans notre société. Et où est-ce qu'on va ? Je veux dire, un grand pays comme le nôtre a besoin de grands projets, a besoin qu'on règle de manière structurelle la crise de l'énergie, a besoin qu'on abaisse massivement les taxes aujourd'hui pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, d'accord, a il besoin veut pas qu'on rétablisse l'immobilisme la non plus. sécurité. Il dit exactement la même chose. Emmanuel Macron dit pas d'immobilisme pour les 4 ans à venir, on doit avancer pour les Français. Mais avancer Donc, au moins, pour vous aller donnez où ? le point. Dans le mur ? Pourquoi dans le mur ? Parce que là, pour le coup, excusez-moi, pour le coup, là, on va dans le mur, précisément. Ils ont fait en 5 ans 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Donc les gens qu'on nous a vendus comme des Mozart, enfin, je veux dire, c'est pas un psy. Je veux dire, on a besoin d'un... Le chef de l'État, il est là pour protéger les Français. Il est là pour protéger les institutions et il est là pour conduire la politique de la Pourquoi nation. Vous dites c'est pas un psy, à quoi vous faites référence ? Parce que vous me dites, il est là pour avancer, il faut pas d'immobilisme, etc. Je veux dire, tout ça, c'est des mots. Je veux dire, les gens, là, concrètement, aujourd'hui, vous avez 2 Français sur 3, d'après toutes les enquêtes, qui ne font pas les courses à leur faim parce que l'inflation alimentaire est beaucoup trop contraignante pour les Français. Vous avez des carburants à 2 euros, c'est très concret ce que je vous dis, des carburants à 2 euros et des gens qui, dans les campagnes, dans la ruralité, sont contraints de limiter leurs déplacements parce que le carburant est trop cher. Vous avez des boulangeries qui mettent la clé sous la porte parce que la facture d'énergie a été multipliée par 4, 5 ou 6 et que M. Macron refuse au niveau européen de décorréler les prix de l'électricité des prix du gaz. Donc ça, c'est très concret. Il n'y a pas besoin de grands mots sur l'immobilisme. Très bien. Le président de la République, certes pas psy, a accordé un entretien au jeune lecteur de Pif Gadget. Il est interrogé par une jeune lectrice sur l'éventualité dans laquelle il pourrait être amené à quitter le pouvoir. Je vais citer sa réponse. Si tu le quittes, il tutoie la jeune lectrice, c'est qu'il peut y avoir une énorme crise et que tu es empêché. À ce moment-là, tu remets ton mandat aux Français et le peuple vote à nouveau. Est-ce qu'on est, de votre point de vue, dans cette configuration où le président est face à une énorme crise, empêché et doit remettre son mandat en jeu ? Je pense que s'il ne sait pas où aller, et qu'il fait face à une situation de blocage, alors il doit utiliser ce qui est prévu aujourd'hui par la Constitution. Revenir au peuple dans une démocratie, qui plus est dans une démocratie comme la nôtre, c'est parfaitement sain. De dire aux Français, il y a un point de blocage, vous ne voulez pas de ma réforme, je la retire, c'est parfaitement sain. De dire aux Français, le Parlement est bloqué. Un mouvement politique, peut-être plus qu'un autre, a besoin d'une majorité pour construire la politique de la nation. Je dissous l'Assemblée nationale, c'est parfaitement sain. De dire aux gens, j'ai un texte de loi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que de l'engager, ça peut provoquer des points de blocage. Je décide de passer par référendum et d'organiser un grand débat sur ce texte et de solliciter l'avis du peuple français par référendum, c'est parfaitement sain. Donc, moi, je dis aux gens, il n'y a aucune fatalité dans ce que vous vivez. Et derrière la politique, référendum, pas derrière la politique du président qui est conduite, il vous reste une arme. Le contre-pouvoir peut être le plus fort et le plus efficace, c'est le bulletin de vote. Dans 1 an, il y a des élections, les élections européennes notamment. Dans 4 ans, il y a des élections présidentielles et législatives. Nous verrons, je serai en tout cas très impliqué dans cette campagne comme président du Rassemblement national. Mais il y aura d'autres élections. Donc juste, je dis aux Français, il ne faut pas vous résigner, il ne faut pas vous démobiliser. Et c'est vrai que le Rassemblement national, aujourd'hui, apparaît comme une force d'alternance, peut-être la plus forte, la plus puissante. Et beaucoup de gens se disent, mais si on les avait écoutés avant, on n'en serait peut-être pas. Vous dites qu'il n'est pas psy, le chef de l'État, mais il est interrogé également sur la relation entre un président et les Français. Il dit qu'il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la joie, mais il n'y a pas d'indifférence. Vous voyez quoi dans la relation d'Emmanuel Macron et les Français ? Je pense qu'il a une relation toxique et malsaine au peuple français. Dans quel sens ? Dans le sens où beaucoup de gens ont le sentiment qu'il aime agiter les tensions, les divisions, et qu'il aime faire souffrir les Français. Et beaucoup de gens se demandent, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que les Français nous disent tous les jours sur le terrain, c'est est-ce qu'on va avoir un président de la République qui un jour nous aime, nous considère et nous respecte. Or ils ont le sentiment de n'avoir en face d'eux que des gens qui en permanence provoquent, méprisent, dénigrent, mettent en place des politiques qui sont systématiquement contraires à ce que veulent les gens. Je pense que quand vous êtes président de la République, vous n'êtes pas seulement une figure d'autorité. Vous devez aimer et considérer le peuple français. Et vous n'êtes pas le propriétaire de l'État, vous en êtes que le locataire. Vous avez un mandat, et vous avez un mandat pour servir le bien commun, pour servir l'autorité de l'État. Or, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne coche aucune de ces cases, et on a le sentiment d'un homme seul, d'un homme isolé, qui est aujourd'hui un facteur de désordre et de chaos dans notre société. Vous pouvez être en désaccord politique, Jordan Bardella, avec le président de la République, mais est-ce que vous mettez en doute sa sincérité dans la volonté de réformer ? Est-ce qu'il n'est pas sincèrement convaincu que sa réforme est une bonne réforme, que l'équilibre des comptes des retraites est une bonne solution pour pérenniser le système ? Je lui donnerais gage de sincérité, très franchement, s'il y avait dedans une forme de cohérence.
Or, sur les retraites, Emmanuel Macron a dit à peu près tout et le contraire de tout. Il y a encore là 2-3 ans, Emmanuel Macron expliquait que jamais il ne ferait travailler les Français au-delà de 62 ans, parce qu'il disait lui-même, les arguments qu'utilisent aujourd'hui les opposants à la réforme, qu'il y a beaucoup de territoires industriels touchés par la Parce qu'il considère que les conditions ont changé aussi. Ah bon ? Ça vous arrive aussi, vous avez changé sur des points de programme par le passé, l'euro, etc., parce que la configuration change. Vous tenez compte, vous aussi, de la réalité, de la condition de la politique, réalité, économique. de ce que nous disent les gens. Or, les gens n'ont pas dit qu'ils étaient favorables à la réforme des retraites. Moi, je ne mets pas en cause sa légitimité. Il a été élu au mois d'avril dernier. Mais entre-temps, il y a eu des élections. Il y a eu des élections législatives. Et c'est vrai que de faire de la politique sans les Français et sans entendre les Français, c'est particulièrement étrange comme méthode de gouvernement. Merci beaucoup, Merci Jordan Bardella, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Dans un instant, c'est Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info. Et d'abord, votre météo, Orange.